Imaginez un instant un philosophe du XIe siècle qui aurait diagnostiqué avec une précision absolument bluffante tous les maux de notre système financier actuel. C'est fou, non? 9 siècles avant la crise des subprimes, il avait en quelque sorte déjà tout vu, tout compris. Bon, ça peut paraître complètement fou, je sais. Comment est-ce qu'un homme décédé en 1111 aurait pu écrire le mode d'emploi pour comprendre l'inflation, la spéculation et même les inégalités de notre époque? Pour bien se rendre compte de ce que ça représente, il y a 900 ans qui séparent la mort de cet homme de la grande crise financière de 2008. Et pourtant, quand on lit ces textes, on a l'impression qu'il décrit notre monde avec une clarté franchement troublante. Alors, qui est-il, cet improbable prophète de l'économie? Comment est-ce qu'un certain Abou Hamid Al-Ghazali a-t-il pu développer une vision aussi incroyablement pertinente pour notre monde moderne? Déjà, il faut savoir qu'Al-Ghazali, ce n'était pas un n'importe qui, c'était une véritable sommité intellectuelle de l'âge d'or islamique. Et attention, on ne parle pas d'un monde primitif, loin de là. Il vivait au cœur de ce qui était alors le centre économique et intellectuel de la planète, une époque de grande prospérité avec des outils financiers déjà très, très sophistiqués. En fait, la clé pour comprendre sa vision, c'est son parcours. Il a commencé comme une véritable star universitaire à Bagdad. Puis, boum, crise existentielle. Il réalise que tout son savoir théorique ne vaut rien sans une transformation intérieure. Alors il plaque tout, il renonce à son poste, à sa fortune et part pendant 11 ans. Et c'est ce détachement total qui va lui donner cette double perspective si rare. Il a vu le système de l'intérieur et ensuite il l'a analysé de l'extérieur. Alors, entrons dans le vif du sujet. Sa première grande idée, vraiment le cœur de son analyse, ça concerne ce qu'il appelle la maladie de l'argent. Il a compris comment la monnaie, qui est censée être l'outil de l'économie, pouvait en fait devenir son propre poison. Et son idée de base, elle est d'une simplicité désarmante. Pour Al-Ghazali, l'argent, les pièces, les billets, ça n'a aucune valeur en soi. C'est juste un outil, un simple moyen d'échange qui a été créé pour une seule et unique raison, circuler. Et donc logiquement, il a mis en garde, quand on se met à accumuler l'argent, à le stocker, eh bien on le retire de la circulation. Et là, c'est toute la machine économique qui se grippe. Ça ne vous rappelle rien? C'est une description parfaite de ce que font aujourd'hui certaines multinationales ou les ultra-riches. Ils amassent des fortunes en liquidité, des milliards, et cet argent, il ne travaille plus pour l'économie réelle. Regardez ce chiffre, c'est juste un exemple. Plus de 160 milliards de dollars. C'est le cash qu'une seule entreprise, Apple, gardait en réserve à un moment donné. C'est de l'argent qui dort, qui ne circule pas. C'est précisément le phénomène qu'Al-Ghazali décrivait comme étant destructeur pour l'économie. Sa deuxième grande intuition, elle s'attaque à un autre monstre, la spéculation. Pour lui, c'est très simple. La spéculation, c'est quand on fait du profit sur le dos des autres, sans créer la moindre richesse, la moindre valeur réelle. Il n'y va pas par quatre chemins. Il appelle ça du parasitisme. Et là encore, son idée s'applique à notre époque avec une précision chirurgicale. Pensez au trading à haute fréquence. Ce sont des algorithmes qui passent des millions d'ordres à la vitesse de la lumière, juste pour se glisser entre un acheteur et un vendeur et gratter un micro-profit. Au final, ça génère des milliards sans financer une seule usine, sans créer un seul emploi. C'est exactement ce qu'il décrivait, une sorte de taxe invisible du pur parasitisme économique. Et pour qu'on se rende bien compte, l'échelle du phénomène est juste hallucinante. Ce type de trading, ça représente la majorité de tous les échanges sur les marchés boursiers américains. Ce n'est plus de l'investissement, c'est de la spéculation à l'état pur. C'est exactement le comportement qu'Al-Ghazali dénonçait il y a 900 ans. Il s'est aussi penché sur la question de l'intérêt et de la dette. Et il a mis le doigt sur un problème mathématique fondamental. Une dette qui grossit de façon exponentielle ne peut pas être soutenue par une économie réelle, qui, elle, grandit de façon linéaire. C'est juste impossible à long terme. Résultat aujourd'hui, la dette mondiale pèse environ 350% de toute la richesse produite sur la planète en un an. Cette divergence qu'il avait vue, eh bien, on est en plein dedans. Mais là où Al-Ghazali va encore plus loin, c'est qu'il dit que le problème n'est pas juste technique ou économique. Au fond, c'est un problème moral. Il décrit ce qu'on pourrait appeler un effet de cascade de la corruption, une sorte d'infection qui part du sommet et qui finit par empoisonner toute la société. Écoutez bien cette phrase, elle est d'une force incroyable. Ce qu'Al-Ghazali a compris, c'est que les règles du jeu, les normes morales, ce sont les élites qui les fixent par leur exemple. Et si les dirigeants agissent en toute impunité, le message qui est envoyé au reste de la société est terrible. C'est l'honnêteté, c'est pour les naïfs. Et cette contagion, elle suit un chemin bien précis. Ça commence en haut, avec des élites qui s'enrichissent sans scrupule. Très vite, la norme change.
Puis, les institutions se dégradent, la justice devient complice. À ce stade, la confiance du public est brisée, le cynisme s'installe partout, et à la fin, c'est l'économie entière qui en paie le prix et qui ralentit. Et l'exemple moderne le plus criant de ça, c'est évidemment la crise de 2008. Des banques créent des produits financiers frauduleux qui mettent l'économie mondiale à genoux. Des milliers de milliards de dollars partent en fumée. Et le résultat? Pas un seul grand patron de banque n'ira en prison. Pire, on les rend flous avec de l'argent public et ils se versent de bonus. Le message envoyé était limpide. Il y a des règles pour le peuple et aucune pour les élites financières. Et tout ça nous amène logiquement aux conséquences, qui ne sont pas seulement économiques, mais aussi psychologiques et sociales. Et là encore, Al-Ghazali avait une vision incroyablement moderne de la concentration des richesses et de l'effet que ça a sur la société, mais aussi sur l'esprit humain. Sa métaphore est juste magnifique. La richesse, dit-il, c'est comme de l'eau. Si elle circule et irrigue tout le champ, tout pousse, tout le monde en profite. Mais si on la laisse stagner en un seul point, dans un seul étang, l'eau pourrit et tout autour, le champ meurt de soif. C'est une image parfaite de l'inégalité. Et si on regarde les chiffres d'aujourd'hui, on voit à quel point sa métaphore est juste. Le 1% le plus riche possède environ un tiers de toute la richesse. Pendant ce temps, la moitié la plus pauvre de la population se partage à peine 2% du gâteau. L'eau stagne clairement au sommet. Il va même plus loin sur le plan psychologique. Il observe que la recherche de la richesse peut devenir une véritable addiction. Ça active les mêmes zones dans le cerveau qu'une drogue, ça pousse à en vouloir toujours plus, de façon totalement irrationnelle, bien au-delà de ce dont on a besoin. L'accumulation devient une fin en soi, une pathologie qui détruit tout jugement moral. Et tout ceci nous conduit à son avertissement final, le plus sombre de tous. Il établit un lien direct, un lien de cause à effet, entre la décadence morale d'une civilisation et son effondrement économique qu'il juge inévitable. Il a même listé les symptômes d'une civilisation sur le déclin. Regardez bien. Des élites qui ont perdu toute légitimité morale. Des intellectuels qui sont soit achetés, soit réduits au silence. Une justice qui n'est plus qu'un outil pour les puissants. Un discours public qui baigne dans le cynisme. Et au final, une population qui ne fait plus confiance à aucune de ces institutions. Pour lui, ces signaux d'alarme moraux apparaissent toujours avant l'effondrement économique. Selon Al-Ghazali, l'histoire nous apprend que les élites corrompues se réforment rarement d'elles-mêmes. Elles préfèrent souvent voir le système s'effondrer plutôt que de perdre leurs privilèges. Ce qui nous laisse avec une question vertigineuse pour notre propre époque. Est-ce que cette fois, ce sera différent ?